la méditation et sans la traditionnelle adresse du chef de l'État qui, pour raison de santé, n'a pas pu se prêter à l'exercice. Pour rappel, tout est parti de l'annulation d'un meeting de la BACO le 4 janvier 1959. S'en était suivi des émeutes à Léopoldville avec une répression militaire sans précédent. Ces événements avaient donc planté le décor des assises à Bruxelles qui ont décidé de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Et l'homme orchestre fut Patrice Emery Lumumba, comme nous le dit Guilain Kabalondi dans son récit. Léopoldville, 1960, moins d'un mois après l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale. Révolte, insurrection gagnent le terrain. Les émeutes visent dans plusieurs coins les intérêts des colons. Des pillages ont lieu. Des femmes européennes sont violentées. Immense défi à relever pour Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et sa jeune équipe gouvernementale. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, et très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lumumba affirme avoir compris. Mais sur le terrain, la confusion est totale. Le Premier ministre fait ainsi appel à l'Union soviétique, mais le président Kasavubu n'est pas d'accord. Même entre les deux leaders, c'est la lutte à mort. Des manifestations spontanées sont organisées entre partisans de Kasavubu et Lumumba. De ces bras de fer, c'est Lumumba qui sera vaincu. Défaite dont les origines remontent selon de nombreux observateurs au 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays. Son discours inattendu, virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, sonne le glas pour le premier ministre du Congo indépendant. L'homme signe ainsi son arrêt de mort. Arrêté, ligoté puis humilié, Patrice Emery Lumumba fut transféré à Elisabethville, actuel Lubumbashi, où il fut livré aux autorités locales. Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné. Répandue comme une onde de choc, la nouvelle fait de vagues partout au monde. Au pays, l'heure est à la chasse aux sorciers. Et le roi et empereur du Sud, Kasaï, se retrouve au banc des accusés. Ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des hommes, mais également de s'en faire de repas. C'est une bêtise, devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Aux Nations Unies, les délégués du Congo protestent et accusent la Belgique. Il s'agirait de mettre fin à l'action agressive des troupes belges au Congo. Réponse du berger à la bergère, le délégué belge répond énergétiquement. Monsieur Kanza, croyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? Une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre. Patrice Emery Lumumba entre dans la légende. Combattant pour la liberté et la justice, Lumumba, élevé au rang de héros national, représente pour beaucoup le modèle du nationalisme et du patriotisme tant recherché en République démocratique du Congo.
Le 30 juin 2017, la date offre des opportunités aux différentes institutions du pays de délier leur langue et exprimer le vœu pour la République démocratique du Congo. Cette célébration de l'indépendance était précédée par l'évasion hier jeudi au district de la police nationale de la Funa, dont le bilan provisoire faisait état d'un assaillant tué et 4 policiers blessés. Le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Longo, tient pour responsable ce qu'il qualifie d'ennemis du peuple sans donner plus de détails. Il est vrai que les ennemis de la République démocratique du Congo sont dans la danse. Et ce ne sont pas de rumeurs qu'un commando autrement identifié s'est livré à cette mauvaise pratique. Les gens en armes ont attaqué le district de la Funa et ont attaqué le bureau communal de Kalamou. Heureusement, nous avons des policiers formés. Nous avons des gens qui aiment le Congo et qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le Congo, qui ont pu maîtriser encore une fois de plus ces assaillants. Il y a déjà un mécanisme de déstabilisation. Quelle sera la désolation? C'est d'apprendre des mois après-demain que nos policiers qui se sont mis à la défensive pour défendre et protéger, demain ils seront accusés de violations des droits de l'homme. Je l'évoquais tantôt, c'est donc hier, jeudi 29 juin 2017, en début d'après-midi, qu'un groupe de bandits à main armée, munis de machettes et armes à feu, a fait irruption à l'état-major du commissariat urbain de la police de la Funa, où ces assaillants se sont butés à une forte résistance des éléments de garde de la police nationale congolaise. Lors de l'affrontement qui s'en est suivi d'une confusion généralisée, le cachot de la police a été cassé et quelques présumés auteurs de l'infraction en garde à vue se sont volatilisés dans la nature en termes de pertes en vies humaines. Il s'est fait état d'un assaillant tué. Pour ce qui est des arrestations, 3 assaillants ont été maîtrisés par les forces de l'ordre et sont présentement sous interrogatoire. S'agissant de dégâts corporels, l'on dénombre 4 policiers blessés, dont 3 officiers et un brigadier en chef, tous immédiatement admis dans une formation médicale de la place. Autre titre des faits saisis, un fusil d'assaut AK-47 et d'une machette abandonnée par les assaillants lors de leur fuite. Actuellement, la situation est sous contrôle et les opérations de la police sont en cours pour mettre hors d'état de nuire l'édit assaillant fait à Kinshasa 29 juin 2017, signé Mwanamputu Ompong Pierrot, commissaire supérieur, porte-parole du commissaire général de la police nationale congolaise. Et c'est dans ce contexte d'attaque et contre-attaque que National Democratic Institute joue aux sapeurs-pompiers. Par son programme Tommy Kotissa, le comité consultatif de juin a offert un cadre propice des discussions aux représentants des partis politiques, de la majorité présidentielle et de l'opposition. Des questions d'actualité passées au peigne fin. Les deux camps souhaitent des cadres de concertation directe avec les concernés. Les questions prioritaires aux partis politiques congolais de MP et opposition au cours des échanges à la réunion mensuelle du comité consultatif du National Democratic Institute, le lieu de se dire les divergences et convergences avec pour maître mot la démocratie. L'accord, n'est-ce pas, s'exécute de bonne foi. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites. Et c'est pourquoi certaines personnes, n'est-ce pas, suspectent en fait la démarche de ceux qui ont l'impérium maintenant de mettre en application l'accord. Aujourd'hui, le pays est déjà sur une phase très appréciable parce que, comme vous le savez, le pouvoir, le gouvernement de la République, avec tous les acteurs, ils sont déterminés à accompagner le pays dans, finalement, dans l'organisation des élections. C'est déjà un bon signal, un signal pour l'opinion, un signal pour tous les acteurs politiques et un signal pour tous ceux-là qui pensent qu'ils sont intéressés par cette question-là pour qu'ils soient rassurés enfin que les élections
vont avoir bel et bien lieu ici en République démocratique du Congo. S'il est vrai que la majorité et l'opposition voient de la même façon la situation sécuritaire dans l'Est et le centre du pays, ainsi que son impact sur le processus électoral, le rassemblement limité ne jure que par les élections. L'accord, c'était la voie par excellence pour résoudre la crise dans ce pays. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise est résolue ? Parce qu'ils ont mis en place l'accord. Est-ce que la crise est résolue aujourd'hui? Je crois que non. La crise s'aggrave parce que simplement, nos amis ne veulent pas mettre en place ou appliquer l'accord. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer le combat et insister pour qu'au moins cette année nous ayons les élections. C'est vraiment le minimum qu'on peut faire, qu'on peut offrir. Après ça, nous n'aurons rien d'autre à offrir en tant que rassemblement. Commencé en 2013, le programme Tomiko Tissa répond à un besoin fondamental des partis politiques, le manque de structuration. Nous avons appris beaucoup de modules. Les focus group nous a permis, au sein de nos partis respectifs, de créer un climat d'un travail en groupe. Au mois de juin ici, nous venions de suivre une formation sur les techniques, les méthodes de recherche sur les électeurs. Nous venions aussi d'apprendre la planification. Tomiko Tissa Bissonyos. Après l'autopsie, les représentants des partis politiques au comité consultatif NDI souhaitent faire entendre leur voix des instances concernées. La création des cadres de concertation directe par Tomiko Tissa est vivement attendue. La date du 30 juin, date historique pour la République démocratique du Congo, est très significative pour tout Congolais, qui nous rappelle aussi le décès d'un pionnier des élections en République démocratique du Congo, M. l'abbé Apollinaire Maluma Lumolongo, mort le 30 juin 2016 aux États-Unis d'Amérique, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de 2013 à 2015 et président de la Commission électorale indépendante. L'expert a su donc organiser les premières élections démocratiques en RDC en 2006. Mort le 30 juin 2016, cet expert électoral fut élevé au rang des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'État. Plus de précisions dans ce reportage signé Guilain Kabalotti. Désormais grand officier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, l'abbé Apollinaire Maluma Lumolongo a été admis dans ses rangs à titre posthume. Et c'est le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, qui a décoré le dauphin lors d'une cérémonie des hommages officiels. Nous viendrons à l'activité du grand officier de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, pour mérite vos noyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Au rythme de la fanfare de la garde républicaine et en présence du chef de l'État, les officiels se sont succédés devant les cercueils pour les dépôts des gerbes de fleurs. L'émotion y était. Un grand baobab s'en va à faire remarquer son successeur à la tête de la centrale électorale lors de son oraison. Mais dans l'assistance, c'est plutôt l'image d'un homme de conviction que l'on garde de l'abbé, ancien président de la CI et de la CENI. Je reconnais en lui un homme qui a du courage, de ses convictions et de ses opinions. Quelqu'un qui a su braver l'opinion qui parfois ne le comprenait pas. Nous pensons qu'il mérite ses honneurs, il mérite ses rangs, cette décoration. Le prélat n'était peut-être pas prophète chez lui, et pourtant son expertise est reconnue à sa juste valeur au Burkina Faso, dont le président de la commission électorale a fait le déplacement de Kinshasa. Si aujourd'hui, au Burkina Faso, on pense que nous sommes l'une des meilleures commissions électorales d'Afrique, c'est les sillons qui ont été tracés par l'abbé Maluma depuis 2007. Une rencontre fortuite a d'abord eu lieu entre lui et une délégation de PNUD en 2006 en Tanzanie. Vous savez, les élections venaient de se passer ici donc en 2006 et on avait besoin de son expérience. D'après le programme officiel, la dépouille mortelle quitte Kinshasa ce samedi et l'inhumation interviendra à Butembo, dans le Nord Kivu.
Ce vendredi, une messe d'action de grâce sera dite en sa mémoire à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Autre chose, obsèque de Tshisekedi, crise persistante au pays. Deux grands points abordés à la conférence de presse hier jeudi avant de tirer les conclusions par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie, le progrès social et la famille biologique de Tshisekedi qui prennent donc acte du désistement de l'État congolais et décident de rapatrier le corps du président du parti pour l'enterrer dans son pays. Kabunda annoncé pour une date pas encore fixée le rapatriement de la dépouille mortelle du sphinx de Limete par ses familles biologiques et politiques avant de passer l'appel aux Congolais sur les questions de l'heure. Obsèque de Tshisekedi, crise persistante au pays, deux points passés au peine fin par le secrétaire général de l'UDPS. Face à ce qu'il taxe de mauvaise foi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec la famille biologique de Tshisekedi, reprennent la charge d'organisation du rapatriement et l'inhumation du corps du sphinx de Limete. L'UDPS et la famille biologique annoncent solennellement qu'elles prennent acte du désistement de l'État congolais dans l'organisation des dites obsèques. Par conséquent, elles décident de rapatrier par leurs propres moyens la dépouille mortelle du président à la date qui sera incessamment communiquée. Cependant, l'UDPS et la famille biologique s'engagent à respecter le compromis trouvé avec l'État congolais sur les palais du peuple comme lieu de l'exposition du corps du président et sur la concession familiale située dans la commune d'Ensélé comme lieu de son inhumation. À la crise persistante au pays, l'UDPS conclut par un appel à plusieurs niveaux. De se mobiliser comme un seul homme et de se tenir prêt pour des actions qui seront décrétées à l'issue des travaux du prochain conclave du Rassemblement, conformément à l'article 64 de la Constitution. Car la situation actuelle présage que les semaines et les mois à venir seront pires, de renforcer les mandats et les effectifs de la MONUSCO en vue de la sécurisation efficiente des populations congolaises. À la MONUSCO d'assurer la sécurité des civils congolais conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au rang des accusés, la Commission électorale nationale indépendante et les organes de contrôle des finances. La première pour enlissement à dessein des opérations d'enrôlement et le second pour concussion et corruption qui entraînent des conséquences désastreuses sur le social du Congolais. Une responsabilité que n'assume pas la majorité présidentielle. Son communicateur, Makolo Kotambola, fustige les déclarations du secrétaire général de l'UDPS. Selon lui, ce parti est le seul responsable de la non-tenue des obsèques dignes de feu Étienne Tshisekedi, décédé, je vous rappelle, le 1er février 2017. 6 mois après la mort d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS n'a pas honte de parler comme elle parle là. C'est quand même terrible. Depuis les premières heures après le décès du vieux, le gouvernement, par la bouche du porte-parole, M. Mende Malanga, avait demandé qu'il y ait des contacts directs pour permettre l'acheminement dans son pays de la dépouille du président Étienne Tshisekedi. C'est qui avait refusé? L'UDPS. Alors, c'est l'UDPS qui essaye de concocter des stratagèmes victimaires pour montrer à la face du monde que l'erreur est ailleurs. Non, l'erreur se trouve à l'UDPS. Le jour où l'UDPS changera de comportement, redeviendra humaine, le jour où les autorités de l'UDPS redeviendront humaines, les choses se passeront comme le gouvernement l'a voulu dès les premiers instants après l'annonce de la mort du. Donc ça, c'est un faux fouillant. L'UDPS essaye de se chercher des sujets d'actualité pour exister politiquement, et cela ainsi de cacher la destruction qu'elle vit en interne avec le départ d'un certain nombre de grandes personnalités en son sein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République et le gouvernement ont toujours la main tendue à l'égard de l'UDPS et de quiconque. Il est quelque chose de triste que de voir
Étienne Tshisekedi être enterré loin de la terre de ses ancêtres. Politique toujours, 6 membres du gouvernement signataires d'un communiqué conjoint hier jeudi dénoncent l'attitude des évêques appelant la population à l'insurrection. Pour ce groupe, le pays travaille pour la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016 pour une alternance démocratique. Steve Mbikaï est le porte-parole du groupe de 6. Avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation politique actuelle dans notre pays, créée par la déclaration des évêques catholiques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, à l'issue de leur 54e session ordinaire tenue du 19 au 23 juin 2017, qui a provoqué plusieurs réactions dans l'opinion. Aujourd'hui encore, la RDC est confrontée depuis quelque temps à des crises sécuritaires avec, sans nul doute, des tireurs, des ficelles en arrière-plan pour déstabiliser notre pays. En pareille situation, des crises sécuritaires et humanitaires majeures touchant à des vies humaines, l'Église aurait dû être sensible en apportant son concours et son assistance, mais aussi la mobilisation de la communauté nationale et internationale en vue de secourir et soutenir la population meurtrie. Malheureusement, la déclaration des évêques est de nature à jeter de l'huile sur le feu. À l'heure actuelle, le processus d'enrôlement se poursuit. Normalement, bien que connaissant quelques difficultés d'ordre sécuritaire, et c'est principalement dans les 5 provinces du Grand Kasaï. Il n'est donc pas besoin d'intoxiquer l'opinion quant à ce qui concerne le délai relatif à la tenue de ces élections pour lesquelles beaucoup de préalables devraient encore être réalisés par la CENI. Ainsi, rappelons-nous que l'arrangement particulier ayant été signé et mis à l'application, un gouvernement de la République est réellement en fonction et la mise en place du CENSA attendu. En ces moments où le pays fait face à plusieurs défis, nous appelons les uns et les autres à plus de responsabilités. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'on évoque l'arrestation de 2 Congolais qui transportaient illégalement 300 kg de coltan dissimulés dans un sac de pommes de terre et sous le sable. Ils ont été présentés hier jeudi à la presse par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Patrick Sialoua. C'est à Mitumbala et Mubambiro, en territoire de Massissi, quelques kilomètres à l'ouest de Goma, que ces 300 kg de coltan, dissimulés respectivement dans un sac de pommes de terre et sous le sable d'une camionnette, sont tombés entre les mains des services de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM. En termes de quantité à ce jour, c'est plus ou moins 300 kg. Hier, c'était 200. Avant-hier, c'était 240, 300, 400. C'est devenu maintenant comme dans un film d'horreur. Chaque jour, c'est des centaines et des tonnes qui sortent chaque jour de mon pays. Nous disons merci aux militaires, merci à la police de mine. Nous n'allons pas nous fatiguer. La fraude est un mode de vie. La fraude est un mode fonctionnel normal. Non, avec le gouverneur de province, avec le ministre provincial de mines, avec toute l'équipe de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, avec l'initiative du coordonnateur national Pascal Niembo, nous mettrons fin, tant soit peu, pour bénéficier de ce que Dieu nous a donné et que nous devions transformer pour équiper notre armée, équiper notre police, nous faire des routes comme dans d'autres pays. C'est avec l'échange de notre sous-sol. SMB paye toutes les taxes. Pour la SMB, le travail abattu par la CNLFM est à encourager. Le sentiment de satisfaction vis-à-vis du travail que la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, ici en province du Nord Kivu, est en train d'abattre. Nous sommes au 3 ou 4e jour où nous sommes en train d'assister à des arrestations de minerais qui proviennent de notre périmètre d'exploitation. Il s'agit des cassitérites et du coltan. Et à chaque fois,
Ces coltans, ces cassitérites partent dans des pays limitrophes à la RDC. Dans l'espace de 6 jours, la CNLFM vient de saisir plus de 1000 kg de coltan et cassitérites en provenance du périmètre 4731 de la SMB à territoire de Massissi, pendant que les auteurs de cette fraude, dont une fille de 17 ans, sont gardés par les services. Gestion de ressources naturelles en République démocratique du Congo, la RDC est jugée médiocre avec 33 points sur 300. Le pays se place à la 75e place sur les 89 pays évalués dans le cadre de l'indice de gouvernance de ressources naturelles. Une triste réalité qu'a dévoilé l'indice de gouvernance de ressources naturelles. Dans un rapport publié par cette institution, des révélations accablantes sur l'exploitation de ressources naturelles en RDC, d'où des recommandations formulées pour créer un environnement favorable, notamment le contrôle de la corruption. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.